Le financement de la première phase du programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi. Le Mali et ses partenaires se mobilisent pour trouver les 170 milliards nécessaires. Le Premier ministre lance la table ronde. La dracunculose, on en parle, objectif 0 cas d'ici fin 2015. La 19e réunion des coordonnateurs nationaux d'une quinzaine de pays africains se tient ici à Bamako. Depuis quelques jours, ils sont visibles sur les artères de la capitale, des hommes et des femmes habillés de blouses jaunes, orange avec balai en main, avec aussi comme mission de rendre Bamako ville propre. L'entreprise Ozone, sous la supervision de la voirie du district de Bamako, va-t-elle réussir le pari? Élément de réponse dans un dossier proposé par la rédaction. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce premier jour du mois de Carême chrétien. La table ronde autour du financement de la première phase de mise en œuvre du programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi a ouvert ce matin. Ces travaux, c'était au Centre international de conférence de Bamako, organisé par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne avec l'appui des partenaires. Le projet vise la réalisation des objectifs de croissance à travers le développement des qualifications professionnelles et des compétences des ressources humaines. Et pour cela, il faudra plus de 170 milliards de nos francs pour couvrir la période triennale. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Modibo Keïta, a lancé les travaux. Notre reporter était présent, Daouda Sidiki Diarra. Cette table ronde est un événement majeur qui permet au gouvernement et à ses partenaires de s'entendre sur des nouvelles stratégies en vue de répondre aux besoins de qualification des ressources humaines. Le programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi dont il est question est un facteur de création d'emplois massifs pour les jeunes. Il ne s'agit pas de privilégier la dimension quantitative, mais plutôt la dimension qualitative, pour permettre une meilleure multisectorialité chez les jeunes. Aujourd'hui, on s'attend à ce qu'un ingénieur d'agriculture trouve un emploi dans le domaine de l'agriculture, qu'un ingénieur de télécommunications trouve un emploi dans le domaine des télécommunications. Ça, c'est la préoccupation de la quantité. Mais l'orientation de la formation professionnelle qui permet de transférer des compétences, qui permet de transformer qualitativement le milieu, indépendamment, si vous voulez, de la formation initiale. C'est ça la qualité de la formation professionnelle. Nous sommes convaincus que quand un pays manque de ressources matérielles et financières, et l'horizon n'est pas irrémédiablement bouché, mais quand un pays manque de ressources humaines compétentes, Élaboré avec l'accompagnement technique et financier des partenaires, c'est un programme structurant de développement des compétences. Pour un coût total de plus de 170 milliards de francs CFA, le programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi sur 3 ans couvre 12 ministères, 15 secteurs économiques. Pendant la première triennale de 2015 à 2017, plus de 305 000 jeunes seront formés. Le projet couvre également une cinquantaine de filières de formation. Comme vous le savez, l'emploi, dans notre perception, repose sur 3 éléments essentiels. Le premier de ces éléments, c'est la formation. Une formation de qualité. Une formation qui confère des capacités de transformation qualitative de l'environnement. Le deuxième pilier sur lequel repose toute politique de l'emploi, c'est l'investissement. Puisque c'est la richesse créée qui permet de créer d'autres emplois. Si l'emploi ne se fonde pas sur la richesse créée, eh bien convenez avec moi qu'il s'agit d'une création par inflation. Et ceci ne produit pas d'effet. Le troisième élément qui m'apparaît important pour asseoir la politique de l'emploi, après la formation, après l'investissement, c'est comme le choix technologique. Aujourd'hui, la technologie, avec ses avancées fulgurantes, offre des possibilités de création d'emplois, mais des emplois effectivement de pointe. Selon des études, la faible qualification des ressources humaines est un frein redoutable à l'investissement au Mali. C'est dire tout l'intérêt que le gouvernement accorde à ce programme dans son apport contributif au développement de l'emploi. Face à la forte pression démographique, vous l'avez énoncé, c'est aussi un défi pour nous. Une population extrêmement jeune.
qui mérite, si vous voulez, qu'on y prête attention, qui a besoin d'une formation solide. Pour ce faire, les partenaires techniques et financiers au développement sont prêts à accompagner le gouvernement du Mali. La formation des populations actives et des jeunes en milieu, en particulier, afin de leur permettre d'améliorer leurs moyens de subsistance et d'accroître leurs revenus, a toujours été au centre des préoccupations des partenaires techniques et financiers. Il est également crucial de renforcer l'adéquation formation-emploi. Il faut offrir aux jeunes plus d'opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat dans le but de mieux soutenir la croissance et la réduction de la pauvreté. Dans le but de faciliter la mise en œuvre du programme, les dispositifs institutionnels existants ont été renforcés. Les recommandations de la conférence des donateurs de Bruxelles en faveur du Mali pour la période 2013-2014 ont atteint un niveau d'exécution satisfaisant, qu'il s'agisse de décaissement des fonds ou d'engagement du gouvernement du Mali et de ses partenaires. C'est le constat fait par les deux parties à l'issue de la 5e et dernière réunion du groupe de suivi des recommandations, réunion tenue hier ici à Bamako et sanctionnée par un point de presse. Nouroum Sissoko était présent. Les partenaires ont annoncé en mai 2013 à Bruxelles une aide financière de 2155 milliards de francs CFA pour soutenir le plan de relance durable du Mali PRED sur la période 2013-2014. La rencontre de Bruxelles, assortie d'engagement des deux parties, dispose des mécanismes de suivi de haut niveau qui se réunissent chaque trimestre. Et la 5e réunion vient justement de se tenir à la fin du plan de relance durable. Pour ce qui concerne les appuis recensés engagés, on était à 94%. Pour ce qui concerne les décaissés, on était à 76%. Cette aide a été apportée pour 17% en appui budgétaire. Il faut dire que là-dedans, l'aide humanitaire d'urgence a représenté 23% en plus des appuis sectoriels. Les partenaires se félicitent des avancées enregistrées par le gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations de Bruxelles, mais réclament la poursuite des réformes. Nous en avons fait le bilan. Un bilan satisfaisant, nous avons même parlé de succès en matière de première phase de réforme. Nous avons fait le choix de nous revoir, de continuer bien sûr à épauler le Mali en ce qui concerne la France de manière bilatérale. La somme totale elle est de 3,3 milliards d'euros et nous savons aujourd'hui que 90% de cette somme a été engagée. Je parlerai plus en détail de la France. La France était engagée à 280 millions d'euros. Nous avons fait plus que notre promesse, puisqu'aujourd'hui nous sommes à 330 millions d'euros. Nous passons de la phase de l'engagement, de la mobilisation à une phase de mise en œuvre un peu plus tranquille, qui n'est pas seulement la mobilisation des ressources d'urgence, mais qui consiste aussi à mettre en place des réformes qui sont nécessaires, qui ont été annoncées et lesquelles nous appuyons. Certaines ont été mentionnées, la décentralisation de la gestion des finances publiques et d'autres qui sont extrêmement importantes. Le Mali, qui se remet lentement de la crise, doit bénéficier de l'attention de ses partenaires. Selon le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord. Officiellement, il y a la continuation en tenant compte des nouvelles réalités qui s'offrent déjà et qui vont se préciser dans les semaines qui suivent. La rencontre avec les journalistes a été suivie de la signature d'un accord de financement de 8,5 milliards de francs CFA entre l'Agence française de développement et la République du Mali. Un financement destiné à la deuxième phase du programme d'appui au développement sanitaire et social de la région de Mopti. Le Premier ministre, chef du gouvernement, quitte Bamako demain pour Niamey au Niger pour une visite d'amitié et de travail. Pendant son séjour dans la capitale nigérienne, le Premier ministre Modibo Keïta aura des entretiens avec son homologue Brigitte Raffini. Il sera également reçu par le président Mahamadou Issoufi, président de la République du Niger, à qui il remettra un message du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta.
Ouverture ce matin au Grand Hôtel de la 19e réunion des coordonnateurs des programmes nationaux d'éradication de la dracunculose. Prennent part à cette rencontre les experts d'une quinzaine de pays africains, en plus des représentants de l'OMS, de l'UNICEF, la Fondation Carter Bill et la Fondation Bill et Melinda Gates. L'objectif zéro, la dracunculose d'ici fin 2015. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. L'éradication de la dracunculose ouverte de Guinée d'ici fin 2015, telle est l'ambition de cette 19e réunion des coordonnateurs des programmes nationaux érigés à cet effet. Pour l'ancien président américain Jimmy Carter, le compte à rebours a déjà commencé depuis janvier 2015. Une invite à l'endroit de tous les pays affectés et des partenaires tels l'OMS, la Fondation Carter et Bill et Melinda Gates des États-Unis d'Amérique. Nous souhaitons donc que 2015 soit l'année où nous allons arrêter la transmission de la maladie et 2016, l'année où le Mali va enregistrer 0 cas. Parmi les pays touchés par cette terrible maladie que sont le Soudan du Sud, le Tchad, l'Éthiopie, le Mali est en train de gagner le combat contre cette terrible maladie. Pour preuve, selon l'UNICEF, depuis le début du programme d'éradication de la dracunculose en 1993, le Mali avait enregistré plus de 16 000 cas. 21 ans après, soit en 2014, seulement 40 cas ont été enregistrés, soit une baisse considérable de 99,7%. Passer de 40 à 0 nécessite autant d'efforts que de passer à des milliers de cas à 40. Et il est important qu'on maintienne le même niveau d'engagement pour mettre en place toutes les interventions nécessaires dans ces zones en utilisant des stratégies appropriées compte tenu de l'insécurité et des distances pour accéder à ces zones, mais aussi d'appeler tous les partenaires à faire un effort unique pour la disponibilité de l'eau potable. C'est pourquoi l'UNICEF et l'ensemble des partenaires ont félicité le Mali qui est sur la bonne voie pour l'éradication totale de cette maladie. Et les zones ciblées pour y parvenir sont Tazikraten, Tominia, Nangaï, qui étaient les principaux réservoirs en 2014. Et le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'en félicite. Mon département et celui de mon collègue chargé de l'eau sont déterminés à faire en sorte que soit rompue la transmission de cette maladie en 2015. Pour ce faire, les stratégies appropriées seront mises en œuvre, notamment le renforcement des structures de coordination et d'appui technique au district, la poursuite, la création de points d'eau dans les zones concernées par la maladie. Le représentant de l'UNICEF, Franck Ikiza, et celui de l'OMS, Ibrahim Sosefal, ont tous encouragé le Mali à persévérer dans cette lutte pour la victoire finale contre la dracunculose d'ici fin 2015. Car passer de 40 cas à 0 cas d'ici fin 2015 est possible pour le Mali. Cette même dynamique est demandée à tous les pays qui connaissent cette maladie, dont la persistance en 2016 sera jugée inacceptable à travers le monde. Visite de courtoisie, de prise de contact de Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État chargé des relations avec les institutions. C'était au Conseil national de la société civile. Madame Diarra Kitala a besoin du soutien des membres de cette organisation pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées et elle repart avec l'engagement que le Conseil national de la société civile sera à ses côtés. Ibrahim Alaï Touré est au micro de Adama Koulibaly. C'est avec un sentiment de joie, un sentiment d'équité et un sentiment vraiment d'engagement que nous avons reçu Madame le ministre et elle est venue nous réconforter dans notre croyance qui est que les relations entre l'État et les institutions comme le nôtre doivent être vraiment redynamisés à travers des cadres de concertation pour aborder tous les problèmes dont elle a la charge, tels que le dialogue social, tels que la réforme de l'État, tels que le travail. Et vous savez, au niveau de la société civile, notre rôle, c'est l'interface entre le gouvernement et les populations, mais aussi nous avons un rôle de médiation et un rôle de contrôle citoyen que nous exerçons. Elle est venue nous renforcer dans ce rôle-là. Et nous avons aussi rassuré que la société civile est toute engagée et disponible, de nuit comme de jour, à toutes les sollicitations qu'elle pourra faire pour nous, parce que nous sommes conscients que nous devrons l'aider
avec des propositions pertinentes pour qu'elle puisse réussir la mission qu'on l'a confiée. Et nous avons prié Dieu qu'il lui donne la force, l'intelligence, la santé de réussir sa mission. Bouraïma Alaï Touré est le président du Conseil national de la société civile. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a officiellement lancé la deuxième phase du projet participatif d'amélioration des bidonvilles. L'objectif est de réduire le bidonville dans les villes du Mali. Le projet, qui devra prendre fin décembre prochain, concerne les villes de Kay, Bandiagara et Bamako. Et le projet permettra de mieux organiser les villes du Mali, nous dit Moussa Fani. Plus de 80 millions de francs CFA, c'est le coût de la deuxième phase du projet participatif d'amélioration des bidonvilles au Mali. Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des populations des bidonvilles. Le résultat, c'est que au moins nos populations dans les bidonvilles vivent dans des conditions décentes, sans maladie, et qu'ils ont accès aux structures de base. Si ce projet est concrétisé, il y aura les routes, l'éclairage public, l'eau et l'assainissement. L'urbanisation est donc un phénomène irréversible et s'accompagne malheureusement dans nombre de pays dans le monde et notamment en Afrique d'un développement de quartiers d'habitat spontané où se trouvent une ou plusieurs des 5 privations qui caractérisent une situation de bidonville telle que définie par l'ONU Habitat, à savoir le manque d'accès à l'eau potable, à l'assainissement, la durabilité du logement, le sous-peuplement et la sécurité d'occupation qui doivent être mieux maîtrisés. L'urbanisation bien maîtrisée représente un moteur de croissance et de développement économique et social, selon le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. L'urbanisation bien maîtrisée et organisée présente un moteur de croissance et de développement économique et social. Cependant, si elle n'est pas ou si elle est mal gérée, elle peut s'accompagner d'exclusion sociale et de pauvreté, ce qui crée la fracture urbaine. Cette deuxième phase du projet participatif d'amélioration des bidonvilles concerne les villes de Kay, Bandiagara et Bamako. Les 10 projets contribuent à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra demain jeudi 19 février et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations des projets de loi intéressant la vie de la nation et la séance est publique. Demain, 19 février, s'ouvre à Bamako la 15e édition du Forum Bamako, véritable laboratoire de prospective et d'analyse des politiques et modes de gouvernance dans notre pays et en Afrique. L'édition 2015 du Forum de Bamako abordera la question de l'émergence de l'Afrique à l'horizon 2035, défis, opportunités, stratégies pour les parties prenantes. Comme d'habitude, plusieurs personnalités africaines, européennes, issues de la société civile, de corps politiques, mais aussi d'entrepreneurs, de responsables d'ONG sont attendus à cette 15e édition placée sous le signe de l'émergence. Les enjeux de cette 15e édition avec le très passionné des questions de devenir du continent, le vice-président de la fondation du Forum de Bamako, Abdoulaye Koulibaly, c'est son nom, il est au micro de Makanfin Konaté. Bientôt une quinzaine d'années, on dit qu'en Afrique, la croissance est continue. L'Afrique est le continent où tout le monde veut venir, mais on ne voit pas la pauvreté diminuer sur le continent. Donc on s'est posé la question, mais pourquoi tant de croissance et tant de misère? Et on a décidé de réfléchir sur la problématique. Donc l'idée, c'est de travailler sur 2015, 2035, les 20 ans. Donc les jeunes qui vont naître cette année, les gens qui vont naître cette année, qui vont avoir 20 ans, quelle perspective on leur donne? Et nous avons pensé que dans 20 ans, l'Afrique va émerger. Donc on va faire une croissance accélérée pour réduire la pauvreté à travers la création d'emplois stables. Donc c'est le défi que nous avons décidé de relever. Nous allons travailler justement dans le cadre de ce forum pour voir quelles sont les barrières, les contraintes à enlever
pour que cette croissance d'abord se réalise, se consolide et se transforme en création d'emplois stables. Le forum, c'est un laboratoire d'idées, un laboratoire de conception. Et on se demandait jusque-là pourquoi les États n'appliquaient pas les grandes résolutions de ce forum. Est-ce que là, l'innovation serait cette année que le gouvernement malien s'intéresse davantage à ce qui se discute dans ce forum? En tout cas, avec l'attitude du président de la République, moi je suis optimiste. Nous sommes à la 15e édition. C'est la première fois que le chef de l'État va venir à l'ouverture. Ça veut dire quoi? Parce que c'est le message qui est important. La clé de la vie, la clé de la réussite, la clé de tout développement, c'est la connaissance. Quand on comprend l'importance de la connaissance, du savoir, alors un pays peut avancer. Et je crois aussi comprendre, c'est la première fois que des ministres, ça je tiens à le dire, de la République qui nous écrivent régulièrement et qui vont être présents, qui comptent être présents du début à la fin. C'est aussi une nouveauté que je tiens à souligner. Pendant 3 jours, donc, il sera question d'émergence du Mali et du continent pendant 3 jours. L'Institut national de formation judiciaire a organisé en partenariat avec la Fondation Frédéric Ebert une table ronde sur la justice transitionnelle dans notre pays. Et cette justice transitionnelle engage un vaste processus de consultation nationale, en particulier avec les personnes touchées par la violation, par des cas de violation des droits de l'homme. Le thème de la table ronde porte sur le rôle du pouvoir judiciaire. Garibou Pérou était présent. Massacre, viol, lapidation, amputation, destruction des symboles de l'humanité sont entre autres crimes commis au Mali en 2012. Les acteurs judiciaires optent pour une justice conçue sur les fondements de rendre aux victimes des droits de l'homme leur dignité grâce à des mesures de justice et de réparation pour les torts qu'elles ont subis. C'est la justice transitionnelle ou la justice pour les victimes. La justice transitionnelle, elle vise à éviter l'impunité et de soutenir le rétablissement de l'état de droit et la réconciliation nationale dans un pays où les exactions graves ont été perpétrées sur les populations suite à des conflits armés. La justice transitionnelle vise donc à passer soit d'une situation de conflit à une situation de paix, d'une situation transitoire au retour à une situation normale ou d'un gouvernement autoritaire à une démocratie. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est surtout les victimes. Comment satisfaire les victimes? C'est ce qui est important au processus de réconciliation. Et c'est pour elles, en fait, même qu'on met en place ce processus de justice transitionnelle, pour leur permettre, pour ceux qui iront devant la commission vérité et réconciliation, de pouvoir aller témoigner. Également permettre à ces victimes-là d'avoir réparation et d'avoir à nouveau confiance dans la nation malienne, avoir à nouveau confiance dans le pays, notamment à travers les garanties de non-répétition. La justice transitionnelle, c'est le point de rencontre entre les actions judiciaires et extrajudiciaires. Pour un avenir équitable, les acteurs vont au cours de cette table ronde imaginer les mécanismes, des formules et des solutions qui permettront de faire en sorte que les ennemis d'hier puissent se parler afin d'aboutir à une réconciliation nationale. 2 collaborateurs du médiateur de la République ont été distingués chevaliers de l'Ordre national du Mali. Les médailles décernées sont le fruit des efforts déployés par les récipiendaires pour la nation. La cérémonie de décoration au nom du président de la République a eu lieu dans les locaux des services du médiateur. Fademba Keita, compte rendu. Mamadou Thiam, secrétaire général des services du médiateur, et Adama Tchemogo Traoré, directeur des réclamations, sont ainsi élevés au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali. Les récipiendaires font partie des agents décorés et dont les dossiers ont répondu aux critères définis par la grande chancellerie des ordres nationaux. La distinction, comme des autres, récompense ceux qui se sont fait distinguer. Pourquoi ces deux-là? Parce que Mamadou Thiam, qui a travaillé dans la fonction pour l'État depuis plus de 30 ans, 37 ans, etc., qui va aller à la retraite cette année, et l'état de service qu'il a rendu méritait qu'on lui reconnaisse cela. L'autre est encore plus jeune, mais qui, dès qu'elle est venue au service du médiateur, dès le début, il s'est mis au service vraiment avec une éthique, un comportement que tout le monde a reconnu. Les récipiendaires très émis invitent les jeunes à emboîter leurs pas et à servir la nation sans répit. À la jeune génération, je demanderai d'abord d'aimer le travail, d'aimer ce qu'on leur confie. Et ce n'est qu'à ce prix qu'on peut avoir des résultats.
Ici, par exemple, nous sommes un recours pour les citoyens. Donc, il faut se mettre à leur service, accepter de leur rendre service, accepter de les aider à résoudre leurs problèmes en n'ayant pas d'arrière-pensée, mais en se disant qu'en le faisant, on rend service à un citoyen. Le grand chancelier des ordres nationaux a auparavant énuméré les différents ordres décernés au Mali avant de spécifier leurs conditions d'attribution. Il a ensuite précisé à l'assistance que la médaille ne se réclame pas, mais elle se mérite. Tout à fait, elle se mérite. Et je vous le disais dans le titre, depuis quelques jours sont visibles sur les artères de la capitale des hommes et des femmes habillés de blouses jaunes, orange, avec balai à main, mais avec aussi comme mission de rendre Bamako ville propre. L'entreprise Ozone s'est donné comme mission, je le disais tout à l'heure aussi, de rendre notre capitale Bamako très propre et coquette. Ozone Mali travaille sous la supervision de la voirie du district de Bamako. Déjà, l'entreprise fait tâche d'huile. Suivez le dossier réalisé par Boubacar Sissoko. Depuis quelques jours, la ville de Bamako est en train de changer de visage en termes de propriété. Ozone Mali veut lui rendre son lustre d'antan. C'est la ville de Bamako qui doit prendre en charge effectivement les financements. 9 milliards environ. C'est un contrat pour une durée de 8 ans. Je souhaite très sincèrement une très grande compréhension de la population dans le cadre effectivement du développement de notre ville, dans le cadre du changement de l'environnement, que dans la cité, il faut nécessairement le paiement des taxes. Les imposables à Bamako doivent payer 3 000 francs l'an par rapport à la taxe de développement régional et local, et la taxe de voirie par ménage, ça fait 3 000 francs. Je ne pense pas que cela soit trop demandé par rapport à une population qui souhaite vivre dans la capitale. Partout dans la cité des Trois Caïmans, surtout sur les grandes artères, on remarque des hommes et des femmes rompus à la tâche pour débarrasser la ville de ces saletés. Des saletés qui avaient pris les Bamakois jusqu'à la gorge. Le premier message donc que je voudrais lancer, c'est demander aux uns et aux autres beaucoup plus de civisme. Au niveau de la circulation routière, faire en sorte de faire de la place aux agents balayeurs, aux femmes balayeuses, afin que le travail puisse se faire dans le règle de l'art, dans la courtoisie et dans la sécurité. Ozone Mali se donne les moyens d'accomplir cette mission d'assainissement. Une tâche très délicate émaillée de difficultés. Le jour, l'embouteillage, il y a des secteurs, comme vous savez, Bamako est plein de motocycles. On a eu un accident, ça fait 4 jours à cause d'un motocycle qui a ôté un autre balayeur. Les citoyens lambda pensent que l'intervention de Ozone Mali peut créer un environnement sain, mais souhaitent que l'activité se fasse à une période de la journée. C'est une très belle chose, parce que Bamako en quelque sorte était trop sale. Donc la société est la bienvenue, on la soutient. Dans les autres pays, le travail se déroule tard dans la nuit. Cela évite les désagréments. Du côté de Ozone Mali, on s'en défend. On a changé l'horaire d'intervention de 22h jusqu'à 5h et 6h du matin, où il y a le cas, mais on a rencontré quelques difficultés, par exemple, difficultés au niveau de l'insécurité, où il y est sombré, pas de lumière d'éclairage public. Donc on a à peu près ce problème, mais on travaille très bien pendant la nuit comme pendant le jour. Le rythme de balayage dépasse celui du ramassage. Cela s'explique. Pour l'instant, normalement, on a l'ensemble du moyen nécessaire pour parvenir à atteindre l'objectif, comme elle a été fixée au niveau de notre planning. Comme je viens de le citer, le transport jusqu'à Mali, c'est un peu contractué, c'est un peu difficile, tant qu'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de moyens assez efficaces pour en arriver. Mais comme on vient de citer, l'ensemble des engins qui ont été prévus pour le démarrage, ils sont déjà là. On attend toujours des convois qui vont parvenir, que ce soit du Maroc ou de l'Europe. On a également accentué notre flotte par des engins qu'on a récupérés auprès de la mairie. L'ensemble des matériels, elle est là. On peut vous assurer à 100% qu'on sera apte pour arriver à atteindre l'ensemble des défis qui ont été fixés avec efficience et efficacité. Le suivi contrôle sur le terrain est fait par les services techniques de la voirie du district de Bamako. Le contrôle il est classique, c'est toujours les équipes que nous allons mettre à disposition sur le terrain, qui seront avec les équipes de Ozone, pour voir effectivement est-ce que les travaux
que Ozone est en train de faire se font comme il est dit dans le cahier de charge. Nous avons autant d'équipes d'agents que les équipes sur le terrain de Ozone, parce que Ozone a occupé toute la ville. Et nous sommes en train de recentrer, parce que là, ce n'est pas facile pour nous de procéder au contrôle régulier. Mais nous sommes en train de centrer tout de suite. On rentre après avoir fait le tour de la ville. Nous allons procéder tout de suite à une réunion pour recentrer un peu les activités afin qu'on puisse vraiment atteindre l'exécutif. L'exécutif, c'est quoi? Dans un premier temps, c'est de procéder au désensablement. Vous avez vu, il y a beaucoup de tas de sable qui ont envahi beaucoup de nos artères. Donc, ils sont en train de dégrossir. Tout cela va être enlevé tout de suite. Et c'est après cela que des équipes modérées vont être mises en place pour procéder au balayage régulier. Et nous sommes chargés effectivement de veiller à ce que ce travail se fasse conformément au cahier de charge. Ozone Mali fait actuellement la convoitise des sans-emploi. Malgré cet engouement, des abandons sont aussi constatés depuis quelques jours. Oui, Boubacar Sissoko, dans ce dossier, a oublié de mentionner que des panneaux de signalisation manquent à ces éléments d'Ozone, de l'entreprise Ozone, pour éviter des accidents de la circulation. Un départ sain, eau, assainissement et hygiène pour un bon départ dans la vie, c'est le nouveau défi de l'ONG WaterAid qui s'étend de 2015 à 2019. La cérémonie de lancement de campagne du projet a été lancée à Garantigui-Bougou en commune 5 du district de Bamako. Al-Djoumatina était présent. L'ONG WaterAid Mali, dont la vision est l'accès à une eau potable, à une hygiène et un assainissement amélioré, donne le ton de sa campagne de plaidoyer Wash et Santé à travers cette cérémonie. L'initiative Un départ sain permettra de placer le secteur du Wash au cœur de l'action du secteur de la santé à l'échelle locale et nationale. La vision pour cette campagne est donc de réduire de façon significative la malnutrition, de faire en sorte qu'on puisse réduire la mortalité des enfants à travers les maladies qui sont encore évitables, comme la diarrhée, et de faire en sorte qu'on puisse réduire enfin les décès des nouveau-nés. La résolution des problèmes d'assainissement et d'eau se pose aujourd'hui plus que jamais sous le sceau de l'urgence et interpelle tous, surtout les centres de santé communautaires. Ce lancement avec WaterAid et ses partenaires trouve sa justification dans un contexte global, dominé par la problématique de l'eau et de l'assainissement, qui est la meilleure illustration des défis du développement humain durable. L'État, avec l'appui des partenaires au développement, a adhéré à l'initiative mondiale Assainissement et eau pour tous, dans le but d'accélérer l'atteinte des OMD en matière d'eau et d'accroître le niveau d'accès à des services d'assainissement. Tour à tour, les leaders communautaires, la société civile et d'autres acteurs que WaterAid a voulu associer pour la réussite de la campagne ont invité les populations à respecter les différentes mesures d'hygiène. Cérémonie de remise de chèques à 3 jeunes bénéficiaires du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. L'initiative est de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Elle vise à lutter contre le chômage à travers l'insertion socio-professionnelle des jeunes. La porte-parole des bénéficiaires a promis d'en faire bon usage. EDEMESA tient son conseil d'administration ordinaire pour l'année 2015. Cette session, essentiellement budgétaire, a noté un bénéfice net de 4 milliards de francs CFA. En termes de prévision, EDEMESA prévoit pour les investissements près de 102 milliards pour lesquels il reste à mobiliser plus de 59 milliards. Beaucoup de milliards. Le conseil donne des assurances à la clientèle pour la gestion de cette période de chaleur qui s'annonce. Ibrahim Bokar Daga est le président du conseil d'administration. Il est au micro de Modibo Mariko. Le bilan net reviendrait à 4 milliards positifs pour EDEM. C'est-à-dire que faisant le bilan d'exploitation en fin d'exercice, le bilan serait positif. Mais pour les besoins de l'énergie, ce n'est pas grand-chose. Vous imaginez, ce n'est pas grand-chose. Nous avons un plan prévisionnel d'investissement, 101 milliards.
Oui, qui sont financés en partie par EDM sur les sources propres, par l'État bien sûr, puisque l'État subventionne, par les banques de la place et aussi par des bailleurs extérieurs. Ce qui a mobilisé est en voie de lettres parce que les démarches sont déjà prises. Ce que EDM doit mettre sur fonds propres est déjà disponible. Et nous avons des bailleurs de fonds internationaux aussi, avec lesquels nous avons des accords. Il reste à mobiliser quelque chose comme 59 milliards. Nous avons bon espoir de pouvoir les mobiliser auprès de nos partenaires financiers. Ces petites coupures qui ont lieu par-ci par-là, c'est uniquement pour améliorer le fonctionnement de nos installations. Nous avons bon espoir que la pointe sera tenue. Je dis bien, nous avons bon espoir. Nous avons fait des investissements, nous projetons encore d'en faire et nous comptons surtout sur la clientèle parce qu'il faut dire que ce sont les consommateurs aussi, pour beaucoup, qui ont une part de responsabilité. Il y a un gaspillage d'électricité, surtout chez les grands clients qui ne payent pas. Voilà, EDM SA qui note que l'effort sera fait pour qu'il y ait moins de coupures d'électricité avec cette chaleur qui s'annonce. Aider l'abattoir frigorifique de Sabalibougou à surmonter certaines difficultés en vue de fournir de la viande saine et salubre aux consommateurs. C'est à cette réflexion que son comité de pilotage s'attelle. C'est à la faveur de sa 3e session tenue hier mardi. Le lancement des travaux de cette session a été suivi par Mamourou Sidibé. La 3e session du comité de pilotage de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou aura à examiner l'état de fonctionnement et la situation financière de la structure. Le budget qui sera adopté est évalué à 259 millions, donc qui va occuper le rééquipement de l'abattoir, l'aménagement des installations, le fonctionnement de l'abattoir, et ensuite on va assurer une salubrité et une hygiène dans l'abattoir. L'abattoir a fait des progrès dans l'accomplissement de sa vocation première, à savoir la fourniture de la viande saine et salubre aux populations. Certes, l'administrateur provisoire est tout de même encouragé à persévérer. Confronté à des difficultés majeures que sont le recouvrement de la TVA au niveau des bouchers et la réalisation du bassin de décantation pour une saine gestion des eaux usées. À cela s'ajoute le fléau de l'abattage clandestin. D'ailleurs, pour répondre aux besoins des populations, cet abattoir doit être appuyé et renforcé, ajoutera l'administrateur provisoire. Cette année, le marché céréalier est suffisamment approvisionné pour couvrir les besoins des consommateurs maliens. C'est la particularité de la Bourse nationale aux céréales qui s'est achevée hier mardi à Ségou. Au terme de 2 jours de négociations entre l'offre et la demande, 45 contrats ont été finalisés pour un montant de près de 6 milliards de francs CFA. Kandesila depuis Ségou. Pour cette 9e édition de la Bourse nationale aux céréales, il ressort une différence entre les offres de vente et les achats. Sur plus de 35 800 tonnes, toutes céréales confondues proposées sur le marché, les offres d'achat sont de 30 716 tonnes. Les contrats finalisés sont au nombre de 45 pour un montant d'environ 6 milliards 829 millions de francs CFA. Si aujourd'hui, les demandes ce qu'on a au marché sont supérieurs aux demandes, ça veut dire que l'objectif est atteint. Et ce qui était notre choix, ça veut dire que tous les Maliens peuvent être assurés aujourd'hui qu'il y a suffisamment à manger au Mali. Cette abondance ouvre des perspectives à des secteurs comme le secteur de la transformation agroalimentaire qui doit être aujourd'hui une opportunité. Nous, en tant que transformatrices, nous, on a une grande importance dans la bourse céréalière. Parce que c'est un espace pour nous les transformatrices. Nous, on veut des produits de bonne qualité et on négocie directement avec les producteurs. En clôturant les travaux, le gouverneur de Ségou n'a pas manqué de souligner toute la pertinence de cette initiative qui demeure un véritable outil de promotion du secteur du développement rural. Ces résultats auxquels vous avez abouti montrent en suffisance la qualité des débats, des échanges et des transactions qui ont marqué cette rencontre. Je formule mes vœux ardents pour que cet événement annuel se pérennise et qu'il puisse contribuer
à mieux organiser la commercialisation des produits agricoles au profit de tous les intervenants. Notons que la Bourse nationale aux céréales est une initiative conjointe de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM, de l'Association malienne pour la promotion de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, Amassa Afrique verte, et de plusieurs autres partenaires. Le groupement tactique Interram Al-Farouk était soumis hier à un exercice de synthèse de 12 semaines de formation livré par l'ETM. Des exposés suivis de pratiques ont constitué les temps forts de cet exercice dénommé Opération Koulikoro. Autorités militaires maliennes et de l'ETM ont montré leur satisfaction de la formation reçue par nos soldats. Brahima Kone. La présentation des ETA Al-Farouk par le patron de la formation EITM à Koulikoro aura permis de planter le décor de l'opération Koulikoro, une opération qui se veut un exercice de synthèse de ce que le GTA 6 a appris pendant 12 semaines. Au sein du GTA 6, on a été formé pour mettre les checkpoints en place, que vous voyez, un checkpoint pour la surveillance du PCI. Et en plus, pour éventuellement fouiller des individus suspects. Sous une tente, les instructeurs maliens ont fait montre de leur savoir-faire et de leur savoir-être à travers des leçons modèles. Ils ont commencé par les b.a.-ba des tactiques et ensuite pour aller en profondeur sur les termes de mission qui peuvent leur être dévolus. Ensuite, nous savons que le droit international humanitaire doit être respecté. Les instructeurs ont également été très ponctuels dessus. Un scénario aura permis de montrer les capacités du GTA 6 de neutraliser un porteur d'engins explosifs qui s'abrite dans la foule. C'est le 6e GTIA qui est formé par IETM. Pour moi, c'est le premier donc pendant mon mandat ici à Koulikoro. Et je peux vous dire que je suis extrêmement satisfait de la prestation de ce GTIA. On a des personnels qui sont extrêmement motivés et ça a pu être constaté encore aujourd'hui lors de cet exercice final. Nous sommes maintenant dans le 2e jour de cet exercice et pour moi, c'est extrêmement positif. Il serait important que l'exercice qui soit légèrement différent de ce qui est le contrôle de zone, que ça soit un exercice qui s'étale dans le temps et à une longue distance. Les chefs militaires maliens et de l'EITM ont un objectif commun, celui de faire rayonner une expertise au service de la refondation de l'armée malienne. La vieille cité religieuse de Nioro du Sahel a abrité la 41e édition de la Ziara El Oumarienne. C'était en présence de plusieurs centaines de fidèles musulmans et des érudits venus de tous les coins du pays, mais aussi des pays frères. Envoyé spécial à Nioro, Ibrahim Alaï Chokari et Moussa Diakité. Il s'agissait au cours de cette 41e édition pour les fils et les petits-fils de Tchorno Adital de porter haut le flambeau allumé par leur feu père rappelé à Dieu en 1997 et de relever les défis de l'organisation de cette fête religieuse traditionnelle. Pour cette ouverture, ils étaient plusieurs centaines de fidèles musulmans, de grands érudits et des prêcheurs venus de tous les coins du pays et des pays voisins à effectuer le déplacement. Il s'agira alors pour les participants de prier des jours comme des nuits pendant une semaine, de multiplier des séances de lecture du Saint-Coran et de prêcher avec des thématiques porteuses pour le retour rapide de la paix dans notre pays. Nous sommes là pour un seul but. Nous sommes là pour quand même la cohésion nationale du Mali, pour que le Mali vraiment s'en sorte des crises qu'on a par rapport aux maladies, virus Ebola, par rapport aux problèmes du Nord. Après la prière et les fatiha de El Hadj Madjassa Diakité, imam de la grande mosquée de Nioro, Koke Kale, imam de la grande mosquée de Bamako, et de Bacherno Aydara, représentant des shérifs de Kougnakari, c'est donc parti pour l'édition 2015 de la Ziara El Oumarienne de Nioro du Sahel. On est là ensemble pour solliciter le Seigneur, le Tout-Puissant, qui a les moyens de nous faire ce que nous cherchons. Mais maintenant, nous devons ensemble nous comprendre et avoir une seule vision.
caravane de la paix, les organisateurs de la caravane de la paix ont animé une conférence à Mopti sous le thème l'unité nationale et la cohésion sociale dans la diversité culturelle. La clôture de la soirée culturelle a été marquée par la prestation de Benzabo, les troupes des réfugiés et surtout le groupe de Ali Farka Touré. Moussa Tidjani Kanté est de cette caravane. Cette conférence animée par d'éminents hommes de culture a été un moment très fort de la caravane de la paix. L'unité nationale, la cohésion sociale dans la diversité au Mali était le thème central. C'était de tenter de faire comprendre aux Maliennes et aux Maliens que, en fait, la diversité culturelle, au lieu d'être un obstacle, est au contraire donc un moyen qui permet de consolider et la cohésion sociale et l'unité nationale. Les témoignages de certains réfugiés se trouvant dans la salle a créé beaucoup d'émotions et attire l'attention des conférenciers. Notre pays ne peut avoir la paix que lorsque tous les enfants de tous bords se reconnaissent à travers certaines valeurs culturelles séculaires qui nous rapprochent et qui nous unissent. On a beaucoup espoir, vu quand même l'engagement du président de la République, vu l'engagement du gouvernement malien, vu l'engagement de tous les bons volontiers, vu l'engagement des partenaires. Réunion de Mopti qui a ouvert le chemin de la paix pour que le pacte national soit signé en 1992. Donc c'est très normal que d'autres rencontres, même gouvernementales, se passent à Mopti. La soirée culturelle du festival Essakan ferme enfin ses portes. Pendant 2 nuits, les festivaliers ont partagé ce qu'ils ont de plus cher, la culture. Le Canada régional bien requinqué donne le temps et c'est parti pour 4 heures de musique, toutes catégories confondues. La troupe de Gourma du camp des réfugiés de Gouchi, de Djibou, Boukar Mandjou de Gundam, Ihamma, groupe des réfugiés de Mauritanie, Génération Taragalt du Maroc et Intedou de Kidal. Benzabo, le guerrier de Boitou et son orchestre grand complet ont, dans une expression culturelle, conjugué le désert au pluriel à l'effigie Tamashek, mais du Sahara. Le spectacle déborde avec le dernier groupe, la génération de Ali Farka Touré, Hamma Sankari, Boukar Touré ou tout simplement Mahamadou Kili. La clôture du festival est prévue à Bamako. Les messagers de la paix reprennent le chemin à la recherche de la paix et de la réconciliation nationale. Football, championnat d'Afrique des Nations des moins de 17 ans Niger 2015. Déjà leader du groupe B après la première journée suite à sa victoire 3-1 contre le Cameroun. Le Mali joue demain contre l'Afrique du Sud. En cas de victoire, les Aiglonnais décrocheront leur ticket pour les demi-finales et le mondial de la catégorie. Niamey, nous retrouvons Cheikh Ahmadou Bari. Déjà leader du groupe B après la première journée suite à sa victoire 3-1 contre le Cameroun, le Mali s'apprête à croiser le fer ce jeudi avec l'Afrique du Sud. Contre les jeunes Bafana, les Aiglonnais maliens font un saut dans l'inconnu, d'où la méfiance de l'encadrement technique. Nous avons fait des préparations spécifiques concernant sur le plan mental parce qu'on a peur que l'enjeu ne tue pas le jeu. Parce que les jeunes sont là, ils sont motivés pour se qualifier pour la Coupe du Monde et puis après jouer le reste du tournoi. Cette deuxième sortie est capitale pour le Mali, d'autant plus qu'une victoire sert à résoudre l'équation du ticket pour le prochain mondial de la catégorie SA, que ce soit les joueurs et même les observateurs, tous en sont conscients. Nous sommes conscients de l'enjeu. Raison pour laquelle on est en train de préparer. Parce que gagner un seul match, c'est vrai, on a empoché déjà les 3 points, mais on a tout mis en œuvre pour la rencontre de demain. Les garçons, ils connaissent déjà la portée de ce match-là. C'est un match qui est très capital et c'est synonyme de qualification pour la Coupe du Monde. C'est un enjeu de taille et nous en sommes conscients et on fera tout pour gagner ce match-là. Bon, on est conscient de l'enjeu qui nous attend, on se prépare en conséquence. Pour nous aussi, on veut se qualifier pour jouer la Coupe du Monde de notre catégorie. C'est un plus pour nous. Mais l'Afrique du Sud, c'est ce jeudi 19 février ici au stade municipal de Niamey, coup d'envoi 15h heure de Bamako.
Basketball, cette fois-ci, les Aigles du Mali joueront samedi prochain contre les Lions du Sénégal. C'est dans le cadre des éliminatoires de l'Afro-Basket masculin 2015. Le président de la Fédération malienne de basketball et l'entraîneur étaient face à la presse ce matin pour parler des préparatifs de cette rencontre Aigle contre Lions du Sénégal. Koji Sibi. Depuis plus d'une semaine, les Aigles du Mali en internat préparent cet important match contre les Lions du Sénégal. Les autorités du basketball ont réuni les conditions pour non seulement redynamiser la version masculine des Aigles, mais aussi faire face à ces éliminatoires. Aujourd'hui, on est en train de reconstituer une équipe. Ça ne peut pas se faire sans difficulté. Nous avons effectivement des difficultés. C'est pour cela qu'on a été obligé de recruter un entraîneur qui a une grande expérience des équipes dans les compétitions de haut niveau, pour nous apporter non seulement de la construction au niveau de l'équipe, mais aussi et surtout de la formation. Les expatriés évoluant en Afrique, en Europe et aux États-Unis ont été appelés. En plus, un nouveau sélectionneur, le français Sylvain Lautier, est nommé. Le nouveau technicien, qui doit signer bientôt son contrat, est venu avec des ambitions. Le rôle n'est pas simplement d'être que l'entraîneur de l'équipe nationale. Le rôle, c'est de créer des passerelles entre l'Europe et l'Afrique pour que dans ces passerelles et dans la formation des entraîneurs, il y ait une adaptation plus facile pour tout le monde, pour communiquer, pour entraîner des joueurs qui ont... Parce que les us et coutumes qu'il y a à Bamako ou en Afrique ne sont pas les mêmes us et coutumes qu'il y a en Europe. Et le but du jeu, c'est de développer la formation des coachs pour que les coachs puissent gérer au mieux les Européens et les Africains. Les Aigles entendent faire un bon départ samedi avant le match retour prévu dans une semaine à Dakar. Quand tu sens que le pays est derrière toi, non, franchement, tu vas tout donner on est prêt à tout donner sur le terrain, mais quand on voit la famille qui est là, donc ça, c'est une autre motivation. Quel que soit le résultat de samedi, les dirigeants du basketball sont de rehausser le niveau de la sélection masculine et assurer la constance à ce niveau, pour que désormais, les hommes à l'image des femmes puissent remporter des trophées sur la scène africaine. Ce mardi 17 février, une délégation du bureau politique du parti Sadi, dirigée par son président Dr Oumar Mariko, a été reçue au siège de la CNAS Faso RR, Convention nationale pour une Afrique solidaire, par son bureau politique national, avec à sa tête son président Dr Zoumana Sako. Au terme des échanges, les deux partis ont fait un tour d'horizon de la situation politique et sécuritaire et procédé à une analyse des enjeux et des pistes de solutions de sortie de crise. Les deux partis ont constaté une parfaite identité de vue sur la question du Nord, la situation politique et sociale du pays. Ils réaffirment leur attachement à la préservation de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la souveraineté du Mali, expriment leur rejet du pré-accord d'Alger et insistent sur l'importance du dialogue politique intermalien dans le cadre d'une réappropriation nationale du processus de sortie de crise. Les deux partis insistent sur la nécessité incontournable d'une véritable reconstruction des forces armées et de sécurité suivant un concept stratégique des forces armées et opérationnelles de défense et de sécurité conçu et élaboré par le Mali lui-même en fonction des menaces et défis immédiats. À suivre après ce journal l'intégralité de l'entretien que notre envoyé spécial à Alger a réalisé avec le ministre de la Réconciliation nationale, Zabi Ould Sidi Mohamed. Zabi Sidi Ould Mohamed sera donc interrogé depuis Alger par Yaya Konaté. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition, mais je ne vais pas changer de position. Vous aussi, mesdames et messieurs, ne changez pas de position d'écoute. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui. C'était sous la présence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Juste le temps de mettre le jingle. Je reviendrai dans un flash spécial pour lecture du communiqué du Conseil des ministres. À tout à l'heure donc.